12. Jouer avec l'ego. Observer avec la joie curieuse d'un spectateur qui regarde les différents aspects d'un même personnage. Dans ce jeu, il y a un aspect subtil fondamental qui est de reconnaître les mouvements intérieurs qui peuvent venir contrebalancer les élans du cœur, donc le but réel de l'âme. Lorsque l'âme nous élance vers une personne, un lieu, un pays, un talent, une situation ou autre, il est courant de sentir des manifestations émotionnelles inconfortables. Une gêne vis-à-vis de la personne, une crainte de se rendre dans le pays, le regret de s'être lancé et d'avoir répondu à son élan. L'âme nous impulse ce qui nous est utile sur notre chemin. Ce n'est pas forcément raisonnable sur le plan humain ni même confortable, mais c'est toujours un rendez-vous programmé pour reconstituer, recouvrer toutes nos parts d'âme qui ont pu rester bloquées à un stade de compréhension au cours de notre cheminement dans les différents plans ou à travers des siècles. Cela peut être un choc physique ou émotionnel, un conflit ou une agression avec une autre âme, une barbarie ou une exécution. Lors de nos différentes incarnations, nous avons porté le costume d'autres personnages avec lesquels notre âme a vécu une multitude d'événements, plus ou moins agréables ou joyeux. Dans certaines de ces situations ou rencontres, et c'est en cela qu'il nous est recommandé la vigilance, nous n'avons pu pacifier cette part de nous qui a été affectée. Cela crée des mémoires de réparation qui nous ont indiquées par notre ego. En cultivant l'observation de notre ego, nous pouvons mieux et plus rapidement comprendre ce qui se joue dans nos quotidiens. Un attrait magnétique ou au contraire une répulsion pour une personne, un lieu ou autre, nous indique qu'il nous faut être attentifs à ce que cela peut venir réveiller d'inconfort ou au contraire de douceur. Une nostalgie particulière pour un sujet précis nous indique toujours une voie à suivre et à résoudre. L'erreur serait de s'en délecter et de nourrir la part de victime de chaque ego identitaire. En donnant de l'attention et en insufflant en nous l'intention de pacifier, harmoniser ces états d'âme en conscience, nous résolvons puis reconstituons les parties de notre âme qui a gardé l'empreinte comme souvenir de ce qui se doit d'être pacifié avant de retour définitif auprès du divin, à la fin de la croisade terrestre. Rappelons que chaque mort humaine, donc lorsque l'on quitte son corps, est l'occasion d'un bilan pour affiner le retour définitif de l'âme à son état originel subtil. Notre ego remplit donc merveilleusement sa tâche si nous lui laissons le bénéfice du doute quant aux sensations qu'il nous fait ressentir. L'élan que nous ressentons nous indique le rendez-vous. Les sensations nous évoquent l'importance de ce rendez-vous. Dans certains cas, sinon tous, il nous faut revivre sur le plan terrestre une situation semblable qui réactive les souvenirs d'autres vies ou d'autres plans afin de revivre toute l'ampleur de ce qui s'était joué. Ainsi, en résolvant la situation ou la relation en conscience, donc avec amour, en régulant notre ego, nous pacifions et reconstituons notre âme. Elle vibre plus intensément grâce à cette part d'elle retrouvée. Ce que nous prenons comme attachement affectif envers une personne nous indique l'importance de vivre la relation. Nul besoin de s'attacher pour la vie. Nous vivrons le temps idéal pour harmoniser nos parts communes affectées lors de nos rencontres antérieures. Qu'il s'agisse d'un couple, d'amitié ou de relations de travail, aucune rencontre ne se fait au hasard. Nous revenons donc sur le sujet de l'attachement qui doit être indicatif, mais ne pas faire effet d'emprisonnement pour qui que ce soit. Lorsque nous choisissons de quitter un lieu, une personne, une situation, nous entrons pleinement dans notre libre arbitre qui est de suivre sa voie intérieure et non la voie tracée dite meilleure, car classiquement approuvée par la société ou les traditions. Lâcher un quelconque enjeu et jouer avec les beautés et les impulsions de vie qui nous mènent à notre alignement, notre voie du centre, notre voie du cœur. Ce que l'ego nous fait comprendre par les ressentis, qu'ils soient confortables ou non, doivent être pris à la hauteur de leur importance en tant qu'indice. Jouons le jeu de l'écouter. Écoutons le jeu
qui veut s'exprimer pour nous indiquer la voie à suivre et ne pas s'en détourner par entêtement d'un quelconque surego qui s'écouterait trop parler. L'humain, en général, est si fort pour se laisser duper par ses émotions. Il croit à tout ce que lui indiquent les émotions comme vérité absolue. Les émotions sont des indices, comme le sont les indices dans la police. Elles viennent nous faire comprendre la piste à suivre. L'humain et son ego peuvent alors se mettre en posture de détective, ce qui crée un détachement naturel à la résolution de l'enquête karmique. Le karma étant la multitude de parts de nous-mêmes que nous avons à résoudre ou faire évoluer. Celui-ci est plus ou moins important selon les âmes et les choix d'incarnation, car elles ont fait avant de se matérialiser sur ce plan. 3 niveaux égotiques peuvent être décryptés. L'ego identitaire, le surego et le sous-ego. Le premier est celui qui est en harmonie avec l'âme. Le personnage est pacifié. Il connaît le costume endossé et sait jouer avec. Il ne se laisse pas berner par le deuxième et le troisième. Il connaît sa valeur divinement humaine. Il n'écoute pas les évaluations des autres niveaux comme vérité absolue, mais seulement comme des indicateurs de réalignement. Le second, donc le surego, a une tendance à la réduction d'autrui. Pas forcément méchamment, mais les autres ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas assez spirituels, conscients, intelligents, éveillés, empathiques, compassionnels, riches, sportifs, compétitifs, volontaires, et élevés dans la société. C'est celui qui n'a plus à apprendre. Il sait. Et il veut le faire savoir qu'il sait. Donc, ne laisse pas le temps à l'autre de s'exprimer. Nous pourrions le résumer car c'est celui qui veut. Sauver, réveiller, combattre, qui a pitié. Celui qui voit la fourmi comme un simple insecte alors qu'elle est un maître d'enseignement, comme tout le vivant sur la planète. Le troisième, le sous-ego, n'est pas assez. Pas assez beau, grand, mince, légitime, gentil, doux, aimable. Ah oui, et aussi le sous-ego ne peut être aimé. Il n'est pas assez pour être aimable par d'autres qui sont bien mieux que lui. Il en trouve des excuses pour justifier d'avoir peur du regard de l'autre. Se justifier qu'il n'est pas sûr de la voie à emprunter. Voire ne pas l'emprunter du tout au cas où on se tromperait. C'est celui qui laisse le dernier mot à l'autre car son avis ne compte pas. L'autre est bien plus. Tout. Et tout est absolument juste dans tout ça. Si on s'en sert pour harmoniser notre personnage, pour trouver une régulation qui donne à notre voix du milieu un accès fluide, se reconnaître à la hauteur pour nourrir et connecter notre part divine sans en faire de trop, apaiser la part qui craint de se tromper et de ne pas faire assez bien, celle qui bloque les élans insufflés par le divin. Dans cet espace apaisé, nous trouvons l'écoute, la fluidité d'un chemin que tout être incarné peut vivre sur ce plan matière. Cela paraît utopique parce que cela n'est jamais arrivé dans notre civilisation sur un plan mondial, mais chaque ego apaisé, humain pacifié, provoque un rayonnement de paix autour de lui. Et tout comme la fourmi fait son travail, quoi qu'il arrive, à son rythme, elle contribue à construire tout un réseau, un espace de vie pour sa tribu, en faisant sa part de travail. Faisons nous aussi, chaque jour, notre part de contribution pour notre civilisation. Agrémente ton espace de vie en t'ouvrant à la candeur de ton âme. Le manteau humain, l'ego, est vieux et rempli de principes discordants. L'âme reste éternellement jeune et dynamique. Elle goûte avec délectation à toutes les révélations qui peuvent mener vers une paix profonde. C'est son job. L'ego, lui, veut habiller, costumer. L'âme n'a que faire des faux semblants. Les sentiments profonds sont ses vêtements favoris.